C'est de fantastique et même d'heroic fantasy que nous allons parler aujourd'hui avec une saga littéraire qui pourrait sûrement devenir bien plus que ça. C'est Myriande, une saga littéraire écrite par Guillaume Méric. Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de cette saga qui a commencé avec un tome 1, Le secret des âmes sœurs, on va s'intéresser à vous car vous avez, avant d'écrire, fait plein de choses. En préparant cette interview, vous me parlez de spectacle musical. Dites-nous un peu d'où vous venez et comment vous en êtes venu à l'écriture. Je crois que j'ai toujours été un artiste touche à tout. J'ai commencé en fait par m'intéresser à la BD quand j'avais une dizaine d'années. Ça m'a suivi jusqu'à pratiquement mes 20 ans et plus. J'ai voulu faire de la BD et puis je me suis assez vite rendu compte que c'était difficile pour faire vivre son homme. Et je me suis orienté vers le graphisme, c'est devenu mon métier officiel. Et à côté de ça, après, je continue à me développer dans d'autres univers. Ça a été en l'occurrence la musique qui m'a titillé pendant très longtemps, puisque j'en ai fait une comédie musicale qui s'intitule Isabelle et le roi, sur laquelle j'ai travaillé une dizaine d'années, et pour laquelle j'ai réuni tout un tas de personnes, que ce soit des chanteurs, des techniciens, des metteurs en scène, pour monter le spectacle. Parce qu'il ne suffisait pas simplement de décrire les chansons, il fallait le monter pour le montrer à des producteurs. Et aller sur Paris pour le présenter, faire le Palais des Glaces comme un point d'orgue de cette aventure, qui malheureusement ne s'est pas soldée par un grand succès, mais qui m'a qui m'a appris beaucoup de choses sur moi, et qui m'a appris beaucoup de choses sur le métier, et qui m'a permis par la suite de rebondir dans des choses un petit peu plus modestes, si je puis dire, à travers la littérature. Puisque en fait l'écriture est toujours restée mon moteur, que ce soit à travers la BD, à travers la musique. Finalement, c'était le fondamental. Et c'est là que j'ai commencé à écrire le premier tome de la saga Myriande. Une saga qui a vu le jour en 2005, donc qui commence à avoir un certain nombre d'années. Combien de tomes sont parus à ce jour de Myriande? Alors, il y en a un qui est paru officiellement chez l'éditeur Audial Vauvert en 2010, qui était le secret des âmes sœurs. Et ensuite, les deux autres sont restés en suspens, ils ont été écrits et bien écrits. Et en fait, comme j'ai eu beaucoup de mal à sortir la suite, parce que j'ai eu quelques différends avec mon ancien éditeur, dont j'ai dû me séparer, j'ai recommencé l'aventure sur Ulule, via le financement participatif. Et donc le premier tome est ressorti complètement remanié, retravaillé. Et tout récemment, le tome 2, qui a été aussi un petit succès sur Ulule et qui m'a permis de l'auto-publier, de l'auto-éditer. Et donc là, c'est en route et ça sera bientôt disponible à la vente sur la boutique de notre site. Et le tome 3, est-ce que vous allez également passer par Ulule pour le sortir, le ressortir ou le sortir? Le tome 3, oui, a priori, vu comme les choses sont parties, je pense que voilà, on se laisse un petit peu de temps parce que déjà on a pris du retard. Parce qu'en plus du livre, il y a d'autres choses à côté, notamment un album, et que le compositeur a pris un peu de retard. Donc on va se laisser du temps, je pense, et lancer une campagne, je pense, pour septembre 2018. Donc on va parler de cet univers parce que du coup, Myriande, ça devient un univers puisque vous venez de le dire, il y a un compositeur qui compose de la musique, on peut citer son nom, c'est Christophe Houssin. Vous allez sortir un album qui est composé autour de cet univers. Quand on regarde la page internet, volontiers vous parlez de transmédia. Ça veut dire que l'univers de Myriande, vous l'avez développé vraiment dans le but d'en faire un univers transmédia? Alors, en fait, je connaissais pas le terme à l'époque, mais quand j'ai écrit la trame de Myriande, j'ai tout de suite pensé à un film. Et en fait, la première mouture du roman a été un peu à mi-cheval à mi-chemin, à mi-chemin entre le scénario de film et le roman. Et il m'a fallu un certain temps pour un peu faire la part des choses et en faire véritablement un roman. Mais pour moi, ça a toujours été comme un marchepied pour aller vers le film. Et le film étant quand même quelque chose de difficile, même très très difficile à monter à ce niveau-là, le transmédia est devenu une étape intermédiaire.
qui m'a permis de réunir plusieurs talents, que ce soit justement Christophe Houssin pour la musique, qui a composé déjà donc un premier album et qui vient de composer le second qui sera bientôt disponible, et des illustrateurs qui m'ont rejoint et qui ont apporté leur patte à l'univers. Ils ont donné encore une nouvelle dimension, en permettant de montrer un petit peu tous les univers, les lieux, les personnages que j'avais pu inventer. Et voilà, tout ça, au fur et à mesure, s'est développé et on a même créé d'ailleurs un petit documentaire vidéo sur le projet cinéma, mais qui a surtout permis de montrer toutes ces personnes qui travaillent autour de moi. Alors on va s'intéresser un peu plus à ce secret des âmes sœurs, le tome 1 de Myriande, hein, pour commencer cette saga. On navigue entre, vous le dites vous-même, hein, entre Dark Crystal et le Seigneur des Anneaux. C'est une sorte de mini-communauté, chacun va devoir compter les uns sur les autres avec ses propres talents mais aussi ses difficultés. Le tout c'est que, est-ce qu'on peut dire que rien n'est plus fort que l'amour ? Ah bah en tout cas, dans cette histoire, oui. C'était le fil rouge en fait de la saga dès le début, dès que j'ai commencé à écrire l'histoire, parce que c'était aussi une sorte d'hommage à une histoire personnelle qui s'est arrêtée, qui m'a permis en fait de me guérir d'une blessure. J'avais besoin de faire de cette obscurité une lumière, et cette lumière s'est transformée avec cette saga. Donc effectivement, l'amour est le moteur de l'histoire. Mais ça va bien au-delà de ça. Quand on parle d'âme sœur, on voit très très bien ce que ça veut dire. Mais là, vous allez encore plus loin parce que ces âmes sœurs, elles ont vraiment un pouvoir particulier. Oui, oui, oui. En fait, oui, effectivement, je vois ce que vous voulez dire. C'est qu'au niveau de l'histoire, les âmes sœurs ont une particularité, c'est de pouvoir s'unir à un seul et même corps, qui a des pouvoirs de légende, qui a une mémoire originelle très ancienne. Et ces âmes sœurs vont au-delà de l'amour amoureux, si je puis dire, classique, de l'homme et de la femme, du côté hétéro de la chose. Il y a vraiment toute une variété de relations. Ça peut être par exemple le père et la fille, ça peut être deux frères, ça peut être deux amis. Il y a tout un champ de possibilités de cette notion d'âme sœur ne s'arrête pas seulement à l'amour amoureux tel qu'on peut le concevoir. C'est ce que j'ai voulu montrer, et ça m'a permis d'approfondir un peu la question. Et je trouvais justement intéressant de développer ce concept de flamme jumelle, puisque c'est aussi le terme consacré, pour montrer d'où vient cet amour et pourquoi il est si présent et pourquoi il fait qu'il réunit ces personnes-là. Et voilà, ça a été vraiment le sujet qui m'a porté tout le long. Alors ces âmes sœurs, elles vont devoir compter sur leurs amis pour bien sûr accomplir une mission. Il y a une histoire de porte qui a été ouverte, qu'il va falloir refermer à l'aide de clés et de gardiens. Je voudrais pas trop en dévoiler parce que c'est vraiment riche. Tout ce qu'on peut dire, c'est que vous savez garder les secrets. C'est-à-dire que vous donnez petit bout par petit bout tout au long de l'histoire un peu plus, et à chaque fois on est surpris de ce que vous nous révélez. Ah ben tant mieux, c'est le but, mais c'est pas fini. Le tome 2 justement apporte d'autres informations. C'est un peu le pivot en fait de la saga. C'est là où sont véritablement dévoilés les enjeux. Et donc j'en garde pas mal sous le coude
Est-ce qu'on peut maintenant rebondir sur le sujet transmédia? En plus donc de ce roman, vous proposez de la musique et chose un peu inhabituelle qui commence à se faire de plus en plus, la fin du livre finit par un annexe, par des annexes même, avec du texte, mais de nombreuses illustrations. Ça permet de pouvoir visualiser plein de choses du roman et de donner quelques informations supplémentaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez que vous avez toujours voulu faire? Est-ce que c'est pour cela que vous avez demandé à d'autres d'illustrateurs de venir vous rejoindre dans cette histoire? Non, en fait, les annexes sont venues du fait qu'on ait travaillé sur la pré-production du projet cinéma, qu'on avait beaucoup de matière qui restait dans des tiroirs, et c'était bien dommage. Et du coup, quand j'ai fait cette réédition du premier tome, je me suis mis en tête d'utiliser cette matière et de la placer dans ces annexes qui nous permettrait d'aller au-delà du roman, au-delà de la simple histoire et de découvrir un petit peu l'univers sous d'autres angles. Moi, en fait, j'ai écrit une Bible. Régulièrement, quand je crée un univers, j'ai besoin d'avoir un élément de référence qui me permet de développer tout l'univers et de pouvoir me retomber sur mes pattes quand j'écris l'histoire, parce que sinon on se perd rapidement dans les chevaux de tout cet univers. Et j'ai ressorti ça, je l'ai réécrit de manière à le rendre plus accessible pour un lecteur lambda, puisque j'avais écrit surtout pour moi, c'était forcément un peu moins intéressant. Et j'ai agrémenté avec des illustrations. Alors, certaines existaient déjà, puisqu'elles avaient été créées pour le projet de pré-production. Et d'autres, par contre, ont été inédites. J'ai fait venir certains illustrateurs qui travaillaient déjà avec moi, et puis d'autres que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté, qui ont apprécié le projet, qui ont été partants pour y mettre leur propre patte. Le secret des âmes sœurs, c'est le premier tome. Il y a un deuxième tome qui est également disponible. Vous nous avez parlé d'un troisième tome qui sera proposé lors d'une campagne Ulule prochainement. Est-ce que c'est une œuvre qui a déjà une fin? Est-ce que ce sera une trilogie ou est-ce que vous voyez ça à encore plus de tomes? Non, ça a une vraie fin au bout du troisième tome. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. D'ailleurs, la toute fin de l'histoire, je l'avais déjà trouvée, justement vous l'avez parlé de la date de 2005. J'avais trouvé la fin en 2005, je savais très bien où je voulais en venir, à quelques détails près. Mais donc c'est une vraie fin où toutes les intrigues, toutes les sous-intrigues trouvent leur aboutissement. Et quant à faire des suites, il faudrait vraiment que la trilogie déjà remporte un énorme succès pour me motiver, parce que ça a quand même pris plus de 10 ans de ma vie, donc pour se relancer, il faut vraiment être très très motivé. Par contre, je ne suis pas à l'abri d'écrire de petits spin-offs sur des personnages secondaires. J'ai déjà écrit, il y a de ça quelques années, un synopsis sur un des personnages qui s'appelle Farf, la Macron, qui est assez amusant dans l'histoire. C'est un personnage un second couteau, en fait, un ami de l'héroïne, et qui a la particularité de naître vieux et de rajeunir au fur et à mesure des années. Un peu comme c'était Benjamin Button, je crois, le film. Avec Brad Pitt, oui. Avec Brad Pitt, voilà. Je ne connaissais pas du tout cette histoire, je l'ai découverte quand le film est sorti. Là, mon personnage est assez différent, puisqu'il c'est un bout en train, un peu rigolo. C'est pas Brad Pitt. Mais beaucoup de lecteurs l'ont trouvé attendrissant, intéressant, avec ses jurons un peu particuliers, comme pétaration, saperfouille, des choses assez amusantes. Et je trouvais intéressant de raconter un peu son histoire à lui, comment il est arrivé aux Trois Cités,
d'où il venait, quel était son peuple, quel était ce fameux long voyage qu'il a mené jusqu'aux cités. Et voilà, bon, ça reste dans les tiroirs pour l'instant, mais il n'est pas impossible qu'un de ces jours, je le sorte. Ça nous permet peut-être aussi de parler du travail d'écriture qui est parfois long et fastidieux et encore plus quand on n'arrive pas à trouver une maison d'édition. Est-ce que le financement participatif est une solution à ces problèmes? C'est une bonne question. Je ne voudrais pas dire que c'est vraiment une solution. C'est un moyen de faire autrement. Un moyen de se satisfaire, au moins de faire vivre son histoire à travers des lecteurs. Cela dit, c'est pas non plus un aboutissement réel, dans le sens où on n'a pas derrière soi un éditeur digne de ce nom qui va mettre à votre disposition tout son réseau de diffusion, son réseau de lecteurs, son réseau de blogueurs, et qui donne son travail et son talent. Parce que quand on est seul, on est vraiment seul, et c'est un énorme travail pour commencer. Donc si on n'est pas déjà passionné jusqu'au bout des ongles, c'est impossible à mener. Et d'autre part, au niveau de la concrétisation, on n'a pas, voilà, on n'a pas la force de frappe que peut avoir l'éditeur, et du coup ça reste malgré tout quelque chose de confidentiel, même s'il est arrivé pour certains auteurs de faire exploser des compteurs sur Ulule. Je pense à un auteur qui a écrit un roman qui s'appelle Daryl Outremonde, je crois. C'est Olivier Perru. Olivier Perru, voilà, c'est Olivier Perru. Voilà, lui, il a tout fait exploser, parce qu'il a dit, bon, il était bien intégré dans le circuit déjà. Mais en dehors de cas exceptionnels comme lui, ça reste quand même des choses assez confidentielles. Donc c'est une solution intermédiaire. Je pense que ça peut permettre de faire connaître une œuvre, d'en faire parler, voire du coup de susciter la curiosité d'un nouvel éditeur. Mais en soi, voilà, ça permet de se faire plaisir et de faire exister l'œuvre. C'est déjà pas mal. Et pourtant, le tome 1, il a été nominé au prix méditerranéen des lycéens en 2012 et au prix du meilleur roman fantasy jeunesse d'Elbaking en 2011. Et les prix Elbaking, c'est pas rien, hein. Non, ça m'avait fait très plaisir. Effectivement, il a intéressé à l'époque. Je pense qu'il y a de côté, il y a les prix et les nominations, qui sont une chose, qui font partie du petit monde très étroit de l'édition en plus de genre. Et puis d'autre côté, il y a l'univers de la vente, qui est tout à fait autre chose. Et les deux ne sont pas forcément liés. On peut avoir des prix et pas forcément avoir des répercussions sur les ventes. Donc je pense que si le premier tome de Myriande chez mon ancien éditeur avait trouvé un lectorat important, les choses seraient passées autrement. Mais ça s'est pas vraiment passé comme ça. Donc, cela dit, ça n'a pas été complètement inutile, parce que la première version que j'avais écrite pour le Diable Vauvert datait donc de maintenant 8 ans, et je l'ai réécrite pour la ressortir sur Ulule. Et entre la première et la dernière version, il y a un monde, vraiment. C'était pas du tout écrit de la même façon. Moi, j'ai grandi, du coup, le livre a grandi avec moi. Et il est aujourd'hui ce que je rêvais à l'époque, voir qu'il n'était pas à la hauteur de mes aspirations. Aujourd'hui, il est vraiment comme je l'imaginais, comme je le ressentais. Et du coup, les autres tomes sont dans le même esprit, dans la même cohérence. Et donc, je pense qu'au moins, j'y ai gagné là-dessus. Je vous invite tout particulièrement à découvrir ce cycle Myriande, Myrihandes. Le premier tome s'appelle Le secret des âmes sœurs. C'est un 600 pages qui se dévore, mais à on est pris par l'histoire, on le lâche pas, on a envie de connaître tout ce qui se passe à travers plusieurs personnages, hein. Non seulement il y a ces âmes sœurs, mais il y a des personnages à côté qui sont très très forts, à
à suivre absolument. L'auteur s'appelle Guillaume Méric. Il y a un site internet myriande.fr. Il y a une page Facebook. Il y a donc tout ce qu'il faut pour ne pas passer à côté de ce cycle. Merci beaucoup Guillaume. On vous souhaite une bonne continuation en espérant que le 3e tome arrive rapidement et l'adaptation cinématographique, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.